Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h, revue conjointe 2017 du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Les travaux des 3 jours interviennent alors que le gouvernement est engagé dans la phase finale de l'élaboration d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation. Nous faisons le point avec Moïse Traoré. Les 3 régions du centre, Koulikoro, Sikasso et Ségou, se partagent près de 54% des écoles du premier cycle du total national. Au cours de cette revue conjointe 2017 du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, les statistiques 2014-2017 font l'objet de débats. À la fin du mois d'avril, plus de 500 écoles étaient encore fermées. Il s'agit donc de milliers d'enfants qui sont privés de leur droit fondamental à l'éducation et de milliers d'enfants qui sont exposés à de potentiels risques de protection. Les 3 journées qui sont non seulement l'occasion d'évaluer la mise en œuvre des recommandations des revues 2015-2016 sont aussi l'occasion d'examiner le programme intermédiaire dans son exécution en 2016 et les perspectives. Parmi ces perspectives figure évidemment l'urgence que nous rencontrons en matière d'éducation sur la quasi-totalité des régions du Nord à partir de Mopti. C'est face à cette urgence et à la situation quasiment dramatique que rencontre l'école dans ces régions que le président de la République a initié un programme d'urgence présidentielle en matière sociale. Programme présidentiel des urgences sociales. Santé, éducation, surtout. La revue sectorielle conjointe a vocation à consolider le dialogue politique entre le gouvernement du Mali et l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Le ministre de l'équipement et du désenclavement a lancé à Kifosso, dans le cercle de Yorosso, le programme d'entretien routier. Les travaux concernent l'entretien de 4 951 km de routes bitumées, 958 km de routes en terre et 1386 km de pistes rurales. Le tout pour un montant global de plus de 19 milliards de francs CFA. Nous suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Sokona Kamesoko et Moulay Sidibé. Sur cette route qui relie Kemparana, Kifosso 1, en passant par Yorosso, le trafic était un véritable parcours de combattants. C'est là à cause de la vétusté de cette route, vieille de 52 ans. Par le lancement des travaux d'entretien de cette voie, le rêve des Kifossois devient ainsi une réalité. Vous ne pouvez pas imaginer la peine, les tracas, les agonies que nous avions ici. Finalement, les opérateurs de sang détournaient Kifosso pour passer par Koutiala pour ensuite aller à Kouri avec plus de 120 km en supplément, ce qui élevait les coûts d'évacuation de notre production. La commune, merci à Madame le ministre de l'équipement et du désenclavement et au président de la République. Cette première étape marque le lancement des travaux d'entretien routier sur l'ensemble du territoire national. Elle va coûter à l'État 500 millions de francs CFA. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier AGEROUTE pour une durée de 8 mois. Il s'agit assurément, à travers ce lancement des travaux d'entretien routier, de poursuivre avec engagement et détermination la traduction en actes concrets de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, en matière de désenclavement. Les jours à venir, nous serons là pour superviser les travaux à mi-parcours et au moment de l'inauguration ou sinon de la remise officielle vraiment de ce tronçon, nous serons là aussi pour témoigner, voir ensemble la qualité des travaux réalisés, si réellement les travaux ont été réalisés dans les délais contraignants et si l'enveloppe allouée à ces travaux a été suffisante pour exécuter les travaux. Le programme pluriannuel d'entretien routier, édition 2017, va concerner près de 500 000 km de routes bitumées pour un coût total de plus de 19 milliards de francs CFA. Voilà, les mégadonnées et la souveraineté numérique. Le thème était au centre d'une conférence au débat à l'AGETIC, Agence des technologies de l'information et de la communication, organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication. La dite conférence devra permettre aux participants de mieux comprendre les mégadonnées. Les échanges ont aussi porté sur les sujets relatifs à la souveraineté numérique. Nous faisons le point avec Moussa Fane. Au cours de cette conférence débat,
les échanges ont essentiellement porté sur le rôle du numérique dans le développement du pays. Le conférencier a aussi évoqué la sécurisation des données publiques et privées. Les big data, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, beaucoup de pays se sont basés sur ces données que nous produisons pour connaître d'abord le comportement du citoyen. Et à partir de là, nous pourrons développer les services destinés aux citoyens, mais aussi l'information est devenue la matière première de nos États. Il est important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, l'information, c'est la base de tout. C'est-à-dire, mieux on analyse l'information, mieux on peut proposer des projets structurants pour notre pays et prévenir les crises socio-économiques au niveau de notre pays. Cette conférence de débat entre dans le cadre de la célébration du 17 mai, Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À cette occasion, la représentante du département en charge de l'économie numérique a invité les participants à s'impliquer fortement dans le développement de tout numérique. Cette conférence participe de la volonté du département de l'économie numérique d'impliquer tout acteur du secteur, hommes des médias, utilisateurs dans les discussions cruciales autour des mégadonnées de la souveraineté nationale. Auparavant, des attestations avaient été remises aux participants à la formation sur les techniques de protection des comptes Facebook et la création de formulaires en ligne. Voilà, cérémonie de présentation à l'Institut d'économie rurale des 5 appareils électrophysiques. Ces inventions sont de Sékou Amadou Traoré. Elles sont le fruit de plusieurs années de recherche en physique. Sékou Amadou Traoré entend mettre ses inventions au service de l'école malienne, mais aussi des laboratoires. Nous faisons le point avec Mohamed Ould Mamouni. À l'Institut d'économie rurale, Sékou Amadou Traoré présente ses dernières inventions dans le domaine de l'électrophysique. Les appareils présentés sont au nombre de 5. Parmi eux, la pompe manuelle à vide. Comme son nom l'indique, ça permet de transférer le gaz d'une enceinte à une autre. Ici, vous pouvez changer la tête comme vous l'entendez. Par rapport, la forme de la tête est toujours faite par rapport à la forme de la sortie. Donc ici, vous avez 2 raccords. Ce raccord, le premier raccord, ça permet de tirer. L'autre raccord, ça permet de souffler. C'est ici, vous voulez de gonfler. Donc ici, ça c'est un accessoire pour l'électrolyseur inventé. Ça c'est ma première invention. Malgré le manque de moyens, Sékou Amadou Traoré a travaillé sur ces équipements pendant plusieurs années. Ce professeur d'anglais, passionné du domaine électrophysique, entend mettre ses inventions au service de l'école malienne. Ça permet de faciliter la compréhension des élèves. Par exemple, quand on a pris le cas de l'électrolyseur, par exemple, c'est bien et pour les élèves, c'est bien aussi pour la santé, le domaine de la santé. Parce que comme on le sait, chacun de nous peut avoir un parent qui va succomber un jour parce qu'il n'y a pas d'oxygène à l'hôpital. Mais si l'hôpital a son unité, je pense que le problème ne va pas se poser. Nos élèves sont surtout formés sur le plan théorique, mais la pratique nous convient beaucoup plus et il est là justement. L'État peut même le recruter à mon avis. Il va être recruté. Il doit être recruté pour mettre quand même tout ce qu'il y a comme invention au service des élèves et des étudiants. Sur le plan pratique, j'avoue que je ne peux rien promettre pour le moment, mais nous restons en contact et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir justement pour l'épauler. L'inventaire sollicite le soutien des autorités et des personnes de bonne volonté, cela en vue d'améliorer ses inventions et d'en faire profiter aux nécessiteux. Une bonne nouvelle, le pape François vient de créer 5 cardinaux au nombre desquels Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. 24 heures après cette annonce, une équipe de reportage de l'ORTM dresse le portrait du cardinal et passe au peigne fin, ce qu'on peut considérer comme un nouveau concept dans les appellations au Mali. Sur Ibrahim Keïta, Isaac Tchenou et Djeli Makan Diabaté étaient là pour l'actualité ensuite. Vous allez désormais l'appeler son éminence Monseigneur Jean Zerbo au lieu de son excellence. Ainsi en a décidé le Vatican. Cela dès le 28 juin prochain où l'intéressé sera élevé à la pourpre cardinaliste, autrement à la dignité du sacré collège des cardinaux. Le collège des cardinaux a 3 fonctions principales. Se réunit en conclave lors du décès d'un pape pour l'élection de son successeur. Le collège des cardinaux assure aussi
la conduite de l'Église entre la mort du pape et l'avènement de son successeur. Le collège des cardinaux assiste aussi le pape dans ses activités quotidiennes dans le gouvernement de l'Église. Première création de cardinal dans toute l'histoire de l'Église du Mali, l'initiative confère à l'élu des vertus et des prérogatives exceptionnelles. Désormais électeur et éligible en cas de recours pour désignation de pape, il appartient au cercle très fermé de conseillers de celui-là. Désigné sur la base des valeurs rares comme critères, exemplarité, prudence, capacité d'écoute, etc. Il pourra résider au Mali ou au Vatican au besoin. Né le 27 décembre 1943 à Ségou de feu Antoine et de feu Bernadette Loury, il fréquente l'école primaire Mission catholique de la ville des 4444 Balanzan et du Bossu, puis une école de formation des enseignants à Ségasso avant le lycée Prosper Camara. Détenteur du bac philo-langue, il séjourne au grand séminaire Saint-Pierre-Clavé de Koumi au Burkina Faso. Ordonné prêtre le 10 juillet 1971 à Ségou et successivement vicaire et curé. Après une maîtrise en théologie et une licence en écriture sainte, il devient formateur. Le 20 novembre 1988, ordination épiscopale au centenaire de l'Église du Mali, évêque auxiliaire de Bamako à la même année, puis évêque du diocèse de Mopti 7 ans plus tard, avant d'être intronisé archevêque de Bamako le 25 octobre 1998. Ses responsabilités actuelles au sein de la conférence épiscopale du Mali, président de la commission de la pastorale sociale, de celle justice et paix, président du secrétariat pour le dialogue interreligieux et président du comité national d'organisation des pèlerinages. Son Éminence Monseigneur Jean Zerbo, bienvenue dans le cercle très fermé et mérité. Voilà. En deuxième région, le village de Zantikila, dans la commune de Zankoudibali, cercle de Djouila a reçu ce lundi 15 mai la visite du gouverneur. El Hadj Sekou Koulibaly était venu apporter son soutien moral et matériel à des victimes d'inondations. Nous suivons le reportage de Ousmane Koïta. Ce sont 45 mm de pluie qui ont provoqué cette inondation. À Zantikila, dans la commune de Zankoudibali, faisant du coup des dégâts matériels. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Le chef de l'exécutif régional a rendu visite aux sinistrés. Comme nous l'avons constaté, les dégâts, on peut dire qu'ils sont importants. On remercie Dieu parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. La cause, apparemment, nous l'avons identifiée. Donc, je crois que ceux qui sont les spécialistes ont constaté. Je pense que rapidement, des dispositions vont être prises pour que vraiment on puisse corriger, apporter les correctifs nécessaires pour que l'eau puisse suivre son passage habituel. Tout ce que nous avons apporté, on ne peut pas compenser ce qui a eu comme perte. Mais ce qui nous a été instruit par le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, c'est d'immédiatement apporter une réponse adéquate. Le gouverneur de région El Hadj Sekou Koulibaly n'est pas venu à Zantikila les mains vides. Il a remis des kits UNICEF, des nattes, des couvertures et bien d'autres matériels aux victimes. Je voudrais que les gens ils fassent beaucoup attention, les maisons qui sont mouillées, là où il y a des fissures assez importantes, que les gens ne les habitent pas. Parce que vraiment, c'est des maisons qui menacent ruine présentement. En cas de plus nouvelle pluie, il n'est pas exclu qu'elle tombe. Donc je voulais inviter aux gens vraiment à respecter cela. Et également les pics qui ont été effondrés, que les eaux ne soient plus utilisées. En attendant les dispositions que l'administration envisage de prendre, les habitants du village des Zantikila ont creusé un fossé de drainage pour prévenir des sinistrés de ce genre.
Le conseil local de la société civile de Sabalibougou a procédé ce vendredi 19 mai au centre Togola à la cérémonie de lancement des activités qu'il entend mener au cours de son mandat. Un programme qui s'articule autour des points comme l'identification des problèmes, les objectifs à atteindre et les actions à réaliser. Nous suivons le reportage de Adama Traoré. Atténuer le niveau d'insalubrité du quartier et multiplier les sources d'approvisionnement en eau potable, telle est la vision du conseil local de la société civile de Sabalibougou. Mais je sais que j'ai la volonté de faire mon quartier. J'ai la volonté de faire mon quartier. J'ai un cœur qui veut battre Sabalibougou. Le président du conseil local de la société civile entend mener des actions citoyennes pour sensibiliser la population afin de s'acquitter du paiement de la taxe, une chose qui permet à la municipalité de faire face aux différents problèmes qui surviennent dans les quartiers. Donc moi je demande à ma population, en premier lieu, que chacun ait le courage de payer ce TDRL-là, qui n'est qu'une seule fois dans l'an. Et ça ne fait que 3 000 francs. Et aussi, ce n'est pas demandé à tout le monde. D'abord, un cheval de bataille sur lequel on est déjà dessus. Une prestation du groupe théâtral du quartier portée sur l'assainissement a mis fin à cette cérémonie de lancement des activités. Le rôle des élus et des autorités locales pour la sauvegarde de l'environnement ou la régionalisation, ce sont là des sujets parmi tant d'autres qui ont été débattus lors des conférences organisées à l'occasion du festival Bolon de Kolondieba. Il s'agissait à travers les échanges d'amener les populations locales à s'impliquer personnellement pour la préservation de leur environnement. Nous faisons le point avec notre envoyé spécial Batraouri. Les principales activités connexes du festival ont porté sur des conférences avec des thèmes relatifs à la protection de l'environnement. C'est ainsi que le rôle des élus et des autorités locales pour la sauvegarde de notre faune et flore a été passé au peigne fin. Nous avons interdit la coupe du bois à but commercial chez nous. L'exploitation à but commercial n'est pas autorisée. Mon appel pressant à lancer aux populations et aux responsables des communes, c'est qu'une seule personne ne peut pas réussir la lutte contre la déforestation. C'est une action collective. Même une seule commune, l'action d'une seule commune ne suffit pas. Il faut impérativement que l'intercollectivité soit développée, que les actions de coopération au niveau du cercle, au niveau même de la région, soient développées. La régionalisation, socle de développement local, était également à l'ordre du jour. Il s'agissait d'expliquer aux festivaliers les avantages de cette nouvelle réforme. L'avantage d'intersystème, c'est la responsabilisation des populations. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est fait par nous-mêmes. C'est nous qui l'avons programmé dans nos différents PDSEC, dans nos différents programmes de développement. Et nous cherchons les moyens pour la mise en œuvre de ces activités consignées dans nos différents programmes. La rencontre de 3 jours a été mise à profit par les associations de femmes pour exposer les nombreux produits agroalimentaires de la localité. Soirée gala de Technolab ISTA, Institut supérieur de technologie appliquée, c'était à la Gourmande le week-end dernier. Cette cérémonie se veut un cadre de retrouvailles entre l'Institut et ses partenaires, mais aussi une manière de magnifier l'enseignement au Mali. Une soirée gala suivie par notre reporter Mohamed Ould Mamouni. Sous de belles notes musicales du groupe mythique Kanaga de Mopti, la grande famille des technolabistes, l'Institut supérieur de technologie appliquée célèbre les mutations réalisées par l'Institut. Un succès rendu possible grâce aux appuis des différents partenaires. D'ailleurs, cette soirée gala leur rend hommage. Nous avons voulu organiser ces galas suite à notre habilitation pour certaines filières par le CAMES. Le CAMES est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui regroupe presque la totalité des pays francophones africains. C'est dans cette dynamique d'ouverture. Vous savez, actuellement, l'école malienne subit des défis qu'il faudrait relever. Ayant été consacré pour une première fois pour cette accréditation, nous avons voulu le porter à la connaissance de nos partenaires et de tous ceux qui nous accompagnent. Notre souhait aussi de voir toutes les autres écoles maliennes
suivre le chemin et ce qui va forcer une certaine respectabilité pour la nation malienne. Le Mali a besoin de cadres bien formés, surtout dans les domaines technologiques. L'ère du numérique est en marche et notre pays doit emboîter le pas. Technolabista s'est déjà inscrit dans cette dynamique à travers ses récentes mutations. Voilà, d'une soirée à une autre en 5e région. Dans le cadre de ses 40 ans de carrière musicale, l'artiste Ablaye Diabaté a donné un concert géant ce week-end à Mopti. Au cours de cette manifestation organisée par l'AJPM, Association des jeunes premiers du Mali, l'artiste a livré des messages de paix et de réconciliation nationale. Nous faisons le point avec Boubacar Sankari. Le pavillon des sports du stade Barima Bokoum plein à craquer pour un spectacle inédit. Il s'agit de ce grand concert donné par l'enfant de Sinzanagar, Abdoulaye Diabaté, qui n'a rien perdu de son énergie malgré la soixantaine bien remplie. Le show s'inscrit dans le cadre de la célébration des 40 ans de succès de l'artiste. En levée de rideau, les jeunes artistes maliens et burkinabés ont annoncé les couleurs de la soirée. À présent, place à la vedette de la soirée en duo avec son frère Modibo Diabaté. Pendant 3 heures d'horloge, l'ancien sociétaire du groupe Koulé Star de Koutiala des années 70 a puisé dans son riche répertoire. Je n'ai jamais vu un tel public si nombreux, si ambiant et très discipliné, sécurisé en plus. Je remercie le gouverneur et tous les organisateurs et surtout les jeunes premiers du Mali qui ont eu à organiser ça. Je suis hors de moi-même parce que je suis très ému franchement. Surtout l'artiste du Burkina qui a répondu à l'appel pour venir fêter avec moi. Là, ça va tout droit au cœur. Je me suis bien amusée, j'ai beaucoup apprécié la soirée. C'est vraiment très émouvant tout ce qui a pu se passer. Pour les organisateurs, il s'agissait de rendre hommage à Abdoulaye Diabaté qui se bat pour la paix et la réconciliation au Mali. Abdoulaye Diabaté, c'est un ambassadeur de la paix. Abdoulaye Diabaté, c'est un réconciliateur. Donnons-nous la main et laissons les pieds. En ce temps, le Mali va bouger. Cet artiste qui a été de tous les combats constitué de véritables ambassadeurs pour le Mali au moment où le Mali traverse les difficultés dont il faut faire l'économie. 40 ans de succès, cela se fête et les mopticiens n'ont pas boudé ce plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur le programme de votre télévision. Au revoir.